La troisième version, qui est la plus poétique, et peut-être la plus intéressante, ne fait aucune allusion à Jafar. Épiménide, seul, ayant endormi pendant la Révolution, se réveille le 21 septembre 2123. Il voit venir, je cite, une grande supprimée, le mot grande est supprimé, il voit venir une femme d'une stature gigantesque et d'une beauté ravissante. Elle a le port d'une déesse démoraillée, puis environ 7 pieds de haut, la robe est agrafée sur le genou, est en salle, flottant sur une châle avec une écriture bizarre, différente, n'est-ce pas? C'est l'orthographe anglaise. Oui, oui. Ah, c'est l'orthographe anglaise. Un châle. Oui. Quelque chose qui était Châle, oui. Un châle. Oui, il l'écrit comme ça. Donc, la robe est agrafée sur le genou, est un châle flottant sur une de ses épaules, laissant à deviner moitié de son sang. C'est Fatma, l'héroïne du Nouveau Monde amoureux, qui porte cette fois-ci le titre du culottière. Voilà. Elle le reconnaît immédiatement de manière paradoxale, puisque son mythe est très répandu. Elle lui suggère de ne pas déranger les castors qui vivent en République. Elle informe que les grands changements ont eu lieu en 1824 et en 1825. Il suggère de ne pas déranger les castors, les animaux. Oui, les animaux, oui. Donc, il y a cette idée un petit peu déjà d'ailleurs dans le reste de l'œuvre de Fourier, d'une sorte de participation des animaux à la société humaine. Alors là, les castors sont considérés comme ayant eux-mêmes une véritable vie sociale. Oui, oui, c'est ça, oui. Ça nous rappelle à peu près le devenir animal de l'œuvre. Puis, il fait au belvédère la connaissance d'Amaryllis, qui est l'amante de Fatma, trompée et cuitée par un ingrat, Adonis, il dit. Mais il le supprime. Cher Amaryllis, je cite, en disant ces mots, il la presse fortement et se trouve comme avec à peu près au même niveau comme avec Fatma, il n'entend qu'une gorge à demi nue et des épaules magnifiques. Il s'en amuse. C'est ça qui fait penser à ce que vous avez dit, la géante de Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal. Du temps que la nature, en sa verte puissance, concevait chaque jour des enfants monstrueux, j'eusse aimé vivre en sa verve puissante. C'est moi qui avais mal lu. Du temps que la nature, en sa verve puissante, sa verve puissante, sa verve, ça veut dire sa possibilité créatrice permanente, concevait chaque jour des enfants monstrueux, j'eusse aimé vivre auprès d'une jeune géante, comme au pied d'une reine, un chat voluptueux. J'eusse aimé voir son corps fleurir avec son âme et grandir librement de ses terribles yeux, deviner si son cœur couve une sombre flamme,
aux humides brouillards qui nagent dans ses yeux. Parcourir, alors c'est là, à loisir, ces magnifiques formes, ramper sur le versant de ses genoux énormes. Et parfois, en été, quand les soleils naissants lassent, la font s'étendre à travers la campagne, dormir nonchalamment à l'ombre de ses seins, comme un hameau paisible, au pied d'une montagne. Alors on voit ce Baudelaire que je suis rampé sur une géante. Ça, c'est un peu... Il était d'ailleurs lecteur de Fourier, mais il n'avait pas lu ça dans Fourier, puisque de toute façon, ce n'était pas publié, et il ne pouvait pas se douter que Fourier avait parlé d'ailleurs des géantes, bien qu'on attribue à Fourier beaucoup de fantaisies, mais je ne crois pas que cette idée qui parle de femmes géantes ait été connue de Baudelaire. Mais il y a une rencontre donc imaginative avec lui, avec cette... on savait que Fourier, et Simone de Goux l'a noté amplement, était amoureux des saphiennes, c'est-à-dire des lesbiennes, et qu'il aimait même matériellement être en relation physique avec elles, mais on ne savait pas qu'il était amoureux des géantes. On ne sait pas s'il est amoureux à proprement parler, mais tout au moins ça manifeste un désir pour ces géantes, puisqu'il a une sorte de fantasme, de vision d'un homme qui atteint à peine au niveau du sein d'une géante et s'en amuse. Un chol flottant sur ses épaules, c'est ça, et il n'atteignait qu'à une gorge à demi nue et des épaules magnifiques et s'en amuse. Oui, je te laisse la parole alors. Fakma écrit, vas-y. Fakma écrit à la faveur d'Épiménide une lettre de recommandation adressée à Pasiphae, Madame la Bouvière en chef de la caravane de Liban, qui est en route vers Sidon. Le philosophe, pour exprimer sa gratitude envers Fakma. On voit d'ailleurs, tu as parlé du roman de Fourier, mais on voit comment Fourier, avec toute son époque d'ailleurs, puisque c'est l'époque de Baudelaire, c'est l'époque de Delacroix, c'est l'époque un peu antérieure même d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'attirance à cette époque-là pour ce qu'on appelle l'orientalisme. Et les visions érotiques qu'il donne sont toujours situées dans le Moyen-Orient. Le Babylone, le Liban, ça va jusqu'à l'Iran, ça va sur ces parties de la Palestine, Sidon, Tyr, etc. La Phénicie ancienne. Donc il y a présent chez lui, au tout début du XIXe siècle, cette passion du romantisme orientaliste qui a marqué le siècle au moins jusqu'en 1850. Oui. Je te rends la parole alors. Oui. Madame la Bouvière en chef citation. de la caravane du Liban. Oui. Une Du citation. Liban, il écrit d'ailleurs. Oui. Une citation. Il se jette, Épiménide, à genoux et lui baise la main. Elle le relève, le serre affectueusement. Comme il est beaucoup plus petit qu'elle, son visage se trouve tout à point sur une gorge magnifique et il hasarde quelques libertés suivies d'humbles excuses. Voilà une scène bizarre, une scène pornographique, dirait-on. Amaryllis lui indique le chemin. Lui, stupéfait, voit alors que la caravane de Pasiphae s'approche, une seconde lune verte au ciel. Cette présente de la seconde lune verte au ciel,
c'est quelque chose qui appartient à la cosmologie de Fourier, d'ailleurs, dans les textes sur cosmologie, qui sont insérés dans le Nouveau Monde amoureux, mais également dans le traité de l'unité universelle. Il y a prévu la création, la transformation de planètes qui, étant mortes, reçoivent une nouvelle vie, et en particulier de nouvelles lunes qui sont attribuées à la Terre avec sa nouvelle verdeur, sa nouvelle force créatrice. Elle va engendrer des lunes. Alors cette lune verte au ciel, c'est une seconde lune, et même il y en a plusieurs, il devrait y en avoir, je ne sais pas combien de lunes, au moins 3 ou 4. Alors il se tourne vers l'adjoint Bouvier. Vas-y. Donc, il se tourne vers l'adjoint Bouvier du groupe en se présentant au nom des FACMA. Il demande des renseignements pour qu'il puisse rejoindre la voiture de Pasiphae. Le Bouvière Evdymion, une personne qui apparaît et disparaît immédiatement. Peut-être plutôt que Eudymion, vous avez relevé, c'est à mon avis, c'est Endymion. Voilà aussi encore un autre personnage qui a dormi, le songe d'Endymion. Lui répond, vas-y. C'est un nom grec, et il est transcrit comme ça. Un grec s'appelle Evdymion. Et lui, il écrit Evdymion, c'est la même chose. À l'exception du commerce des chats de bonne compagnie. Eh oui. Oui, c'est ça. Ce sont des chats. Eh oui. Il y a marqué chat, des animaux chats. Le commerce des chats de bonne compagnie. Donc, Evdymion lui répond que Pasiphae arrive dans une voiture brocante à grand pavillon. Ensuite, le voyageur rencontre un autre Bouvier, Palémon, encore une personne fantôme, avec lequel il entretient une conversation sur le commerce qui n'est point apprécié et exercé chez eux, à l'exception du commerce des chats de bonne compagnie. Oui. Palémon lui montre finalement la voiture de la reine, la voiture de Pasiphae. Épiménide prend la place de Salma, encore un fantôme, ami de Pasiphae qui descend de la voiture. Madame la Bouvière le reçoit avec grand plaisir. Les philosophes, ensorcelés par sa beauté, la comparent à celle de Phacma et d'Amaryllis. Je cite, « En disant ces mots, il paraît troublé, interdit, il baise la main de Pasiphae, fait, mot supprimé, son trouble augmente, parle, supprimé, sa main parcourt ses belles, grandes et mots illisibles. Elle était en costume très galant, très négligé, plus il se plaignant de cette voiture berçante qui excite au plaisir supprimé, à l'amour, il hasarde des caresses supprimées, libertés qui sont trop légèrement repoussées. Bon. Il devient pressant, et elle n'oppose qu'une faible résistance, et bientôt il obtient tout. Et selon notre version, vous êtes une superbe femme. Je ne sais ces berceaux, je ne sais. 3 points, peut-être. Ces berceaux inspirent des idées.
j'aperçois là des choses. S'il était permis, 3 points, et puis ces berceaux qui inspirent des idées, il y apporte la main, supprimé. S'il était permis, 3 points, il commence à s'émanciper. C'est des mots de Fourier. Pasiphae ne fait qu'une ombre de résistance pour sauver un peu l'honneur. Il a des motifs de céder bien vite, on les saura plus tard. Épiménide profite de l'occasion et avec quelque instance, il obtient tout. C'est le moment où, comme la nuit tombe, une 3e lune s'élève à l'horizon. Oui. Je cite, c'est elle qui nous a appris à lire, à parler la langue générale des planètes. C'est elle qui fait notre correspondance et nous donne chaque nuit des nouvelles de nos antipodes et de partout, dit Pasiphae. Et la caravane s'avance à jamais. Voilà, c'est la fin de la 3e version. Il y en a une autre, mais ce n'est pas le moment d'hasarder. Le réveil d'Épiménide s'inscrit dans le même registre que l'an 1440 de Louis-Sébastien Mercier, œuvre qui a remplacé la forme traditionnelle d'un voyage utopique dans l'espace, quelque part dans l'espace, par un voyage dans le futur. Mercier, voyageant non pas dans un passé de nulle part, mais dans le futur de sa propre ville, Paris, a créé le genre d'Uchronie. Il y a d'ailleurs une considération différente des temps avec Mercier. On ne se tourne pas vers le passé, on se tourne vers l'avenir, mais il s'agit toujours d'un avenir proche, c'est-à-dire l'avenir de la ville de Paris. Ce n'est pas le cas du voyage de mort ou d'autres utopistes. C'est une nouveauté, une nouvelle manière à approcher le temps, un autre temps. Merci. Donc, c'est le genre d'Uchronie. Comme ça. Ce dont il est question n'est pas les topies, ce n'est pas les topos, en grec, le lieu, c'est le temps, les chronos, en grec. Ou signifie pas de. Oui, pas de. Pas de comme ça. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu. Et maintenant, avec Mercier, on se tourne vers une conception différente du temps, où le temps n'existe plus, où le temps se met en scène, se met en question aussi. Donc, c'est une nouveauté, une nouvelle approche du temps qui est analysée par Baxo, Abansour et d'autres spécialistes. Dans les mêmes textures qu'une quelconque croyance à l'histoire, qui conduirait d'ailleurs à la Révolution, Fourier écrit aussi une uchronie. Il s'agit d'une uchronie à mon avis. Mais il reprend un archaïsme, forme d'un voyage dans l'espace qui reste paradoxalement, géographiquement déterminé dans le réel. Il garde le lieu. Il garde le lieu, mais il garde le lien de nulle part. En plus, toute la narration consiste en
en va-et-vient sans cesse autour des 1000 déplacements. Le parade des groupes, les voyages dans le nombre de lunes, la recherche de caravans, la circulation des guerres, les voitures, 1000 passages dans les pays de dunes où l'on fait la guerre contre les sables quand on ne fait pas l'amour. Ce sont justement les passages fourriéristes dont parle Benjamin, un système de rapports où la moralité n'a plus rien à faire. Le monde entier de Fourier s'érige sur l'abolition du mariage, une approche historique. Le lien nuptial à l'aube du XIXe siècle devient un grand théâtre d'antagonisme et de fusion. Il est vrai que dès 1799, un grand conflit a été déclenché entre défenseurs et adversaires du divorce. De nombreux pamphlets circulaient surtout à Paris. Les législateurs étaient divisés entre ceux qui soutenaient l'indissolubilité du mariage et ceux qui défendaient le divorce. En ce sens, je vais vite, la loi du 20 septembre 1792 qui établit le divorce a été considérée comme une loi révolutionnaire, le dernier saut à la liberté française, et elle a été vue comme le plus grand bienfait de la Révolution. Il s'agit des phrases tirées du contexte de l'époque. Le mariage qui, selon la Constitution de 1791, n'a été qu'un contrat civil parmi d'autres, a pu être dissolu suite au consentement des époux pour la simple raison d'incompatibilité du maire, cause qui sera supprimée par les codes civils dès 1804. Le divorce faculté, comme l'exprime Lucien Michon, un juriste, sera substitué par un divorce remède, pour certains cas bien précis, par la loi. Quelques années plus tard, en 1816, durant l'élaboration du roman de Fourier, le divorce même sera supprimé, le mariage sera considéré comme indissoluble. Dans ce contexte juridique et à la fois social, le discours fourriériste peut mieux se situer. Fourier dénonce radicalement le mariage. Le lien nuptial doit être conçu en dehors des tutelures purement théologiques. La notion moderne du mariage, écrit Jacques Lacan, comme d'un pacte de consentement mutuel, est assurément une nouveauté introduite dans la perspective d'une religion de salut, donnant une prévalence à l'âme individuelle. Bien loin de la pratique religieuse, on peut approcher le mariage en tant que contrat social et encore plus loin, en tant que calendrier de la vie, comme le désigne Jean-Denis Langevin, juriste, à 1791, à propos des 3 actes civils délimitant, je cite, les 3 grandes époques de la vie, c'est-à-dire la naissance, le mariage et le décès. Voilà encore une nouveauté historique. Le mariage se trouve au milieu d'un calendrier de vie. Le contrat moderne, souligne Michel Vullet, contrairement à celui d'Aristote qui est objectif et qui n'implique qu'un échange de biens, est entièrement construit par la volonté pure des contractants qui s'engagent mutuellement à tenir leurs paroles. En ce qui concerne le contrat de mariage, les choses deviennent terriblement compliquées parce que l'âme individuelle dont il est toujours question dans la modernité, s'engage directement sur l'usage sexuel de soi et de l'autre. René Scherrer met l'accent à ce point en appuyant la thèse à propos du mariage chez Kant, selon laquelle les échafaudages juridiques de la sexualité moderne forment
un véritable labyrinthe individuel. À l'intérieur de cet opus, la passion se heurte toujours à l'individualité dont les sexuels deviennent en composante majeure. La double volonté du couple qui donne accès à l'acte sexuel traite l'un et l'autre, savoir deux âmes individuelles, des sujets tels des objets captés justement par leurs parties sexuelles. C'est ce que Kant définit comme droit personnel de naturel. Cela veut dire que dans la modernité, la relation sexuelle est conçue dans l'individuel, dans la personne. Pour le dire autrement, la personne moderne est conçue dans la sexualité. Autrement dit, le sexuel est un composant de la personne. Tandis qu'à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, il y a d'autres péripéties du sujet. Cela veut dire que la sexualité à l'Antiquité grecque était conçue plutôt comme une force, un pathos, une passion. Une passion, et la passion est toujours hors de soi. Le mot grec mania, la passion forte qui se trouve, qui circule hors de soi. À l'époque moderne, il y a bien sûr le christianisme et la question du désir chrétien, qui n'est pas la même chose, mais avec le mariage, avec la fondation du mariage, on voit clairement que le sexuel est un facteur personnel. C'est-à-dire que la sexualité entre dans la personne juridique, entre dans le sujet juridique. Il est un facteur, un composant majeur qui pose toujours la question du consentement, la question de la liberté, la question des relations intersubjectives aussi. Mais il n'est pas conçu comme une passion. Il ne circule pas hors de soi. Il est pris dans les soi. Si Fourier, et c'est la raison pour laquelle Fourier conteste le mariage, finalement. Parce que le mariage, qui est un pivot sexuel dans la modernité, exprime cette idée, à savoir, la sexualité est une composante individuelle. Si Fourier donc se tourne contre le mariage, il attaque l'assujettissement qui s'opère sans cesse dans ces liens. À travers le mariage, il révèle la formation purement égoïste de la société moderne. Fourier montre qu'un individu replié sur soi-même ne peut jamais suivre le canal du désir. Voilà pourquoi il emploie le viol. Donc, c'est choquant dire que le viol est permis dans une quelconque circulation du désir. Mais Fourier met l'accent toujours sur une sexualité hors de soi. Donc, il n'y a pas de viol. Parce qu'il y a de la passion circulant. Donc, il faut mieux consacrer une autre séance pour entrer là-dedans. La sexualité dans le réveil circule autour de séries passionnelles, d'une vision gigantesque de l'homme. Si l'on emploie la phrase de Marx,
qui résume sa lecture de Fourier. Les multiples combinaisons, les images attrayantes d'un autre amour chevaleresque, comme la femme à cheval, et la plaisanterie du viol, mettent en scène une sexualité qui ne va pas décevoir. Car la première évidence, écrit Jules Deleuze, est que le désir n'a pas pour objet des personnes et des choses, mais des milliers tout entières qu'il parcourt, des vibrations et flux de toute nature qu'il épouse, en y introduisant des coupures, des captures, désir toujours nomade, migrante, dont le caractère est d'abord le gigantisme. Nul ne l'a montré mieux que Charles Fourier. Fin de la citation, tirée de son œuvre majeure qu'il a écrit avec Guattari, l'Anti-Oedipe. Tout est de l'ordre de la production. Voilà pourquoi Épiménide, qui cherche à perfectibiliser, c'est une citation, la perfection parfaite, ne parvient pas à comprendre comment la nourriture, la cuisine est inséparable de l'amour. Il n'y a pas de besoin à être satisfait, ni de désir à être complet, puisque la production y règne partout. Il s'agit d'un mouvement passionnel, comme l'a écrit Miguel Abansur, qui, chez Fourier, échappe à l'anthropomorphisme, puisqu'il n'est qu'une des branches du mouvement universel. Dans un télescope, on voit aussi bien des planètes lointaines que des groupes proches. Ainsi, l'humanité se confond d'elle avec l'animalité en croisant le ciel, le devenir animal. Le prêtre et les prêtresses habitent les passages où circule le désir. Ainsi, comme l'écriture de Charles Fourier glisse d'une version à l'autre, son héros, Épiménide, se livre peu à peu, excité par les striptease des déesses, traversé, parlé, dirait Lacan, par une autre langue vers la passion en route vers Sidon. C'est une autre tempête qui provoque un deuxième réveil. Elle vient cette fois-ci de la lune rose. C'est elle qui nous a appris à lire, à parler. Merci, nous applaudissons. Je crois que vous avez une vision de ce texte assez complète et de la richesse de ce qu'il contient. Je voudrais simplement insister sur deux choses. Premièrement, cette taille gigantesque, c'est quelque chose qui est spécifique, malgré tout, à ma connaissance, à ce texte-là, tout au moins à ce point où l'on voit que il montre des gens extrêmement grands et il leur donne des tailles de plus de 2 mètres. Déjà, cette femme hospitalière, dans la partie publiée du Nouveau Monde Amoureux, qui s'appelle Fatma, cette grande Fatma est considérée elle-même déjà comme une géante. Donc la propension un peu de Fourier à considérer que la beauté est associée à un très grand développement du corps n'est pas quelque chose qui appartient uniquement à ce texte. Et d'autre part, l'augmentation de la taille des harmoniens est mentionnée dans l'ensemble de son œuvre depuis la théorie des 4 mouvements et l'unité universelle, par suite de l'amélioration des conditions d'existence, du travail, de l'exercice, de ce qu'il appelle la gymnastique intégrale, et en particulier, il le mentionne dans le tome 5 des œuvres qui publie l'unité universelle, à cette mention justement du chapitre gymnastique intégrale, je vous y renvoie, ainsi qu'un retard, mais un retard bénéfique de la puberté qui fait que
la puberté étant retardée à 18-20 ans, les corps ont eu le temps de mieux se développer, de prendre de l'ampleur physique. Donc, il y a une conception de l'hygiène, de la gymnastique, de l'application de la médecine en général au corps humain dans l'harmonie, qui correspond à cette augmentation générale de la taille et de la capacité amoureuse dans la jeunesse, mais qui est prolongée également jusqu'à un âge extrêmement retardé. Vous voulez partir? Je ne vais pas vous retarder, mais on va terminer. Je vous dis au revoir parce que je vais conclure malgré tout, mais dans 10 minutes, vous êtes trop gentil et merci pour votre rapport et votre contribution. On reste en relation alors par l'intermédiaire de Constantin. Merci infiniment. Merci infiniment. Au revoir. Oui, donc il y a ces éléments qui font que ce texte s'insère dans un ensemble, qu'il est spécifique, qu'il est particulièrement intéressant par ce qu'il apporte, qu'il n'apporte pas d'éléments qui seraient en contradiction avec le reste de l'œuvre, mais il les accentue essentiellement. D'autre part, le second point sur lequel j'insistais, c'est le problème du mariage. Oui, c'est un problème qui est un problème clé et tout à fait important chez Fourier, puisque c'est en quelque sorte, on pourrait presque dire, un des motifs ou un des thèmes essentiels de la théorie des 4 mouvements, la condamnation de la séparation de la société, de la division, de l'éparpillement de la société, de sa fixation en groupes minuscules qui sont formés par le couple, qui sont ruineux pour l'économie, qui sont commandés également par des accords imparfaits qui souvent sont contraints et qui font que le mariage, le mot et le Fourier, il a été repris par un Goetz, est une prostitution légale, que la femme n'est jamais libre et que la liberté de la femme s'accompagnera d'une expansion au sens propre du terme orgiastique de sa sexualité. C'est quelque chose qui laisse entrevoir dans le Nouveau Monde, dans la théorie des 4 mouvements, mais qui est développée aussi d'une façon systématique dans la théorie dans les théories du Nouveau Monde amoureux. Donc il y a quelque chose qui fait que le mariage est très fortement condamné. Peut-être là, étant donné que l'on le met en discussion avec un philosophe représentant justement les philosophes du XVIIIe siècle, est particulièrement intéressant du point de vue historique, parce qu'il est vrai que les philosophes les plus avancés du XVIIIe siècle, du sexe, mais à l'intérieur du couple, le cadre du mariage. Elle défend le mariage, un peu à la manière de Molière, qui s'attaque au mariage contraint, mais défend le mariage, et comment ça se fait qu'on sorte tous les mêmes? Oui, défend le mariage libre, le mariage qui est désiré, et qui n'est pas fait que sous la contrainte, qui n'est pas fait exclusivement pour une liaison qui n'est pas subordonnée à une recherche de l'alliance entre des familles, mais qui est subordonnée uniquement au choix des individus dans le couple. Et il y a la conception de Fourier qui est partagée par très peu, on peut dire presque uniquement par Sade, c'est que le mariage, même si on le considère comme libre, est une liberté artificielle, une fausse liberté, parce que ce qui est la véritable liberté, ce n'est pas le mariage, c'est-à-dire le couple et
la liaison simplement entre deux individus, mais c'est la multiplicité des amours, la possibilité de changer de partenaire, etc., de se lier à l'aventure, de pratiquer des orgies, etc. Donc, il conçoit la liberté sexuelle d'une autre manière qu'elle n'avait été conçue par la philosophie du XVIIIe siècle. D'où son attitude très, très, très caustique à l'égard de cette philosophie et le fait qu'il épingle, comme on dit, qu'il tourne en dérision l'attitude offusquée du philosophe lorsqu'il voit la liberté féminine se moquer des règles du mariage et pratiquer justement cette liberté de l'amour, de la sexualité, qu'il considère comme étant le fondement même, le point de départ de l'immoralité, avec les crimes les plus notoires de l'immoralité, la prostitution, l'adultère, les différentes dérivations, les différentes perversions sexuelles. Dans les termes qu'utilise Foucault pour parler des problèmes de la sexualité, il fait donc appel à un autre dispositif. Ce n'est plus le dispositif mis en place au XVIIIe siècle, c'est un autre dispositif qui est beaucoup plus libertaire, qui ne sera pas adopté d'ailleurs non plus par la plupart des libertaires politiques ou des anarchistes qui maintiendront d'une façon ou d'une autre, à part de rares exceptions, cette préférence du mariage organisé décidé selon un libre choix, mais simplement entre deux personnes à l'intérieur d'un couple, donc de la sexualité et de l'amour qui est pratiqué uniquement dans la liaison à l'intérieur d'un couple. C'est ça qui est l'originalité de la pensée de Fourier. Je vois, il doit rendre le projecteur à l'école doctorale. Je ne sais pas où est cette école doctorale. J'attends donc le retour de Constantin. D'ailleurs, tout le monde étant parti d'une façon progressive derrière mon dos. Je vois que tout le monde s'est mis à partir. Et qu'il ne reste pas, sauf les fidèles chinois et les fidèles jeunes filles. Bon, donc c'est ça, les fidèles jumelles et les fidèles chinois. C'est ça. Donc c'est parfait. Mais ce n'est pas à moi. Vous pouvez, si vous voulez, intervenir avec plaisir, mais puisque c'est Constantin qui a pris la décision de présenter cela, il faudrait attendre son retour, à moins que vous ayez des idées à proposer. Mais c'est intéressant de voir, en tout cas, à la fois le contenu de ce texte et la façon dont se présentent ces manuscrits de Fourier, parce que c'est rare que l'on voit comment se présentent réellement les manuscrits de Fourier et quels sont les problèmes qui sont posés de façon à les déchiffrer. C'est pas impossible, il y a bien des lectures de textes qui sont certainement beaucoup plus difficiles à déchiffrer. Mais là, c'est particulièrement curieux parce que c'est un manuscrit qui n'est pas totalement rédigé, donc ça pose quand même un problème particulier. Les phrases ne sont pas toujours formées. Et comme vous avez vu, il y a parfois une indécision sur le texte. C'est ça qui est le problème le plus délicat. Je vous écoute. Alors,
René, la prochaine fois, c'est quand? C'est l'exposé de Nathalie ou la prochaine fois? Le quoi? La prochaine fois. Ah, la prochaine fois, des questions. Oui, il faut mentionner le programme. La prochaine fois, c'est le 24. Il y a Nathalie Perrin qui vient parler de les archives, c'est-à-dire des textes. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas des archives, c'est pas de décryption. C'est pas des textes à décrypter. Ce sont les textes posthumes qui ont été laissés par François Châtelet. Il y avait d'autres, je ne sais pas qui c'est qui voulait intervenir aussi, parce qu'il y avait IFAM qui voulait placer justement une intervention, parce que nous aboutissons avec le 24 mai, nous aboutissons à quelques séances avant la fin. Donc après le 24 mai, il y aurait le mois de juin, et si on peut placer deux séances au mois de juin, ça serait véritablement le maximum. Mais il y en a peut-être qui veulent intervenir, parce qu'il y en avait toujours qui m'ont dit on intervient. Et puis j'ai reçu ces demandes, et on n'a pas, les gens qui m'ont proposé quelque chose ne se sont pas appliqués à préciser et à définir leurs interventions, comme par exemple Thierry Briot, qui aussi s'était reproposé et redisparu une fois et alors je ne peux pas compter sur des gens aussi versatiles et qui disent quelque chose à un moment et qui ensuite font une proposition. Je viens parler je viens parler de l'art et de la vie. Bon, il avait dit qu'il en parlait, c'était très bien, mais j'ai pas pu l'inscrire étant donné que il est totalement il m'écrit ça, puis ensuite impossible d'avoir une précision. Jamel Benkrid et également qui avait dit qu'il parlerait de l'Algérie, la situation de l'Algérie. Il se propose à un moment, puis disparaît complètement, de telle sorte que si l'on ne fait pas, je vais terminer d'ailleurs ce séminaire, je vais le prolonger un peu ensuite l'année prochaine, parce que je ne veux pas laisser tomber comme ça immédiatement, mais je vais le clore, je vais dire je le clôt, parce que c'est totalement impossible de continuer dans ces conditions. C'est extrêmement fatigant, à la fois pour moi et pour ceux qui y participent. On ne sait pas qu'est-ce que l'on fait, on ne sait pas sur quoi l'on compte, on ne sait pas les gens qui sont là, c'est pas possible. C'est pas possible, on ne peut pas continuer à faire quelque chose. Ça c'est continué pendant suffisamment de temps, d'ailleurs. De toute façon, il faut savoir faire une fin, comme on dit. Donc il ne faut pas se donner le ridicule de passer ici. Le pape avait ordonné aux évêques de clore leurs activités après je ne sais pas quel âge, très jeune d'ailleurs, très jeune pour ce genre de fonction, pour 75 ans, parce que je mettais là. Donc il faut que je me mette à la retraite et que je close mes activités aussi, n'étant pas le pape, mais enfin quand même, bien que je recevais encore un mot de Georges Bloch qui voulait continuer, qui avait été enchanté de son intervention sur Max Ernst et qui voulait continuer en ce qui concerne Max Ernst. Je suis tout à fait d'accord. Seulement, encore faut-il que l'on puisse réunir du monde et que les gens puissent venir, c'est ça. C'est ça le grand problème. Il y a 6 fidèles. Et oui. 7 avec Christian, 8 avec le Christ, on avait que 8.
Et qu'est-ce que vous avez fait de mes pastilles de menthe? Elles ont disparu. Faites circuler, les jeunes filles. Allez, faites circuler. Avant de partir, Ça y est. je peux faire un petit coup de pied. Moi, j'en ai pris assez, c'est moi qui en ai pris une quantité colossale. Donc le calculaire, Ça fait du mal à la langue. il est parti loin, Tu perds? Constantin. J'ai un bon message. Il est 6 heures, René. Oui, mais qu'est-ce que fait Rodotoum? Il est parti rendre l'appareil. Oui, mais il faut que je l'attende, je ne peux pas partir comme ça, alors que... L'école doctorale. Voilà, oui. C'est un bâtiment D. Voilà, Oui. viens pas à côté. Je ne peux pas partir comme ça. Ils Oui. n'ont pas voulu lui prêter celui d'à côté. Tu vas voler? Tu prends l'avion. Et comment vas-tu voler? Où, quand? Au milieu du calvaire. Chez les Mexicains. Chez les Mexicains. Je vais faire une tapas. Dis quel est le résultat, donc tu es nommé professeur? Oh, félicitations alors. En Colombie? Je parle 4. Ah, félicitations. Je peux pas, je C'est français. Pauline Le Fourier. Oh oui, je prends. Laure Laurier. Hommage à Fourier. Donne du nord, petit peu.